Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Juste avant de démarrer l'épisode, je tenais à remercier Anne qui m'a gentiment prêté sa salle dans sa librairie. Sa librairie s'appelle L'Épluche Livre, elle se situe à Castelnau-le-Lez. Alors, si vous voulez être conseillé ou bien acheter un livre tout simplement, n'hésitez pas une seule seconde. Et maintenant, je vous laisse avec l'invité du jour, Sébastien. Merci Seb d'être présent. Avec plaisir. Ça me fait vraiment super plaisir que tu sois là. T'es mon premier invité qui a accepté volontiers de partager ce moment ensemble. J'avais pas trop de doutes sur le fait que tu acceptes, parce que à chaque fois que je te propose un truc, tu acceptes toujours. Donc bon, je sais pas si c'est moi ou si parce que c'est toi. Avant que tu te présentes, Seb, est-ce que tu es un peu familier avec le podcast ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou c'est tout nouveau pour toi ou... Non, alors c'est tout nouveau pour moi. Non, je suis pas spécialement familier avec ce format. C'est quelque chose qui t'intéresse ? C'était quelque chose que tu écoutes en général ou jamais ou c'est Assez peu, j'en ai écouté quelques-uns, mais c'est pas quelque chose que je veux. Ouais, c'est par manque de temps principalement. C'est ou juste parce que tu penses pas et que tu te dis que tu sais pas ce qui peut y avoir dans certains podcasts peut-être. Ouais, je pense que j'ai pas suffisamment pris le temps. Je sais qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Après, il faut aussi pas mal dédier de temps pour trouver du contenu aussi qui correspond. Et donc voilà, j'ai pas forcément pris ce temps pour chercher un petit peu quel serait le meilleur contenu pour... Ok. Mais peut-être dans l'avenir, du coup, grâce à ce podcast, tu pourras en écouter d'autres et apprendre plein de choses. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui ne te connaissent pas, dire qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours scolaire un peu ? Alors, qui je suis ? Donc, je suis Sébastien Olive. D'où je viens ? Je suis originaire de Perpignan. Et mon parcours scolaire, ça dépend à partir de quand. Bien sûr que les années maternelles t'intéressent beaucoup. Non, t'as commencé tes études. Ton parcours scolaire, du coup, proche de Perpignan ? Oui. Après le bac, c'est ça. J'ai commencé après à l'université de Perpignan, où j'ai fait des études de physique fondamentale avec des spécialités plutôt en électronique. Ok. Et donc ça, c'était juste après ton bac. C'est ça. Tu savais ce que tu voulais faire après ton bac ou tu t'es dit, faisons cette voie-là parce que ça a l'air pas mal et que les gens me disent que c'est une bonne voie ? C'est un peu ça. J'avais pas d'objectif, je savais pas exactement ce que je voulais faire comme type de métier. Et j'avais la sensation que le métier d'ingénieur me correspondait sans certitude. Donc j'avais un peu l'inquiétude de faire une classe prépa. C'est un peu ce qu'on me préconisait. Mais à la fois, je me suis dit, si c'est pas le métier d'ingénieur qui me correspond, je vais peut-être m'orienter sur ça pour rien. Mais à la fois, j'étais très intéressé par tout ce qui est métier de la physique, tout ce qui est sciences. Okay. Et aussi les technologies de l'ingénieur. Et on va dire, le fait d'aller à la fac me permettait d'aller dans cette voie sans forcément me brider sur le fait d'aller sur le métier d'ingénieur plus tard. Ok, donc en fait c'est plus, tu t'es dit, j'ai à peu près envie d'aller là, comment je fais pour y arriver, je prends cette voie et j'y vais quoi. Oui, c'était l'idée d'avoir la voie la plus ouverte possible. Je savais pas vraiment ce que représentait le métier d'ingénieur et je voulais pas me focaliser là-dessus sans forcément savoir est-ce que c'est ça qui me correspond. Ouais, parce qu'au final, le métier d'ingénieur, c'est quand même assez large. On parle d'ingénierie, mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde peut être ingénieur dans n'importe quoi. Maintenant. C'est large et pour moi c'est très flou à l'époque même du lycée ou avant. Ce que ça représente, j'avais pas de personnes dans ma famille ou dans l'entourage qui faisaient ce type de métier, donc c'était très peu palpable pour moi de savoir qu'est-ce que c'est dans le quotidien, quelles sont les réalisations de l'ingénieur. Non mais c'est vrai, mais même j'ai pas l'impression, parce que moi aussi mes parents ils me disaient il faut que tu fasses ingénieur, c'est bien, c'est un métier de rêve et compagnie, mais on n'en entendait pas trop parler. Enfin, on en entendait parler, mais on savait pas trop ce que c'était, comme tu dis. C'était un peu une zone sombre. Et j'ai eu un peu aussi le même ressenti quand j'ai voulu faire mes études également. À l'école, t'étais quelqu'un d'assez assidu, quelqu'un d'assez bon, ou t'étais un mec lambda qui se dit que
que tu peux aller n'importe où en travaillant bien, quoi. Ouais, alors j'étais, on va dire, plutôt bon, surtout dans la partie scientifique. Pas spécialement travailleur. Ok, ouais, tu te laissais un peu aller. Voilà, en fait, j'étais très assidu. Pour moi, c'était, voilà, je me focalisais sur les temps. Il y avait les temps d'école. C'était dédié à ça. Je m'investissais dedans. Je m'en sortais bien. Mais une fois que c'était fini, j'avais mes activités personnelles et tout mon temps n'était pas dédié à ça. Et t'avais du coup tu dis que tu avais des hobbies à côté. Du coup, tu avais des passions particulières ou Oui, des passions particulières. De souvenirs, j'ai toujours aimé le sport. Ouais, d'accord, les classiques de jeunes adultes, quoi. Une question que j'ai notée, c'est qu'est-ce que tu as le plus apprécié durant tes études? Donc, t'es passé de Perpignan à Montpellier. Est-ce que ça t'a fait un choc culturel d'être dans une nouvelle ville, ou est-ce que, peut-être pas un choc culturel, mais disons... je sais pas, une ambiance différente. Oui, forcément. Alors, choc culturel, je pense c'est un peu fort. Entre deux villes à 550 km. Non, mais on peut avoir, par exemple, entre la campagne et la ville. Je dis pas que Perpignan, c'est la campagne. Montpellier, c'est une ville où il y a beaucoup de personnes qui viennent un petit peu partout en France. Et c'est pas une culture qu'on a spécialement à Perpignan. Et c'est très, très enrichissant de voir... Enfin, la façon d'aborder des choses différentes, des accents différents aussi. Et non, ça a été un petit peu la continuité. C'est pareil, les études ont continué à Montpellier. C'était un peu, on va dire, dans la continuité des choses. Donc, Et donc ensuite, suite à tes études, tu as fait un stage donc à MedTech. C'est ça. Et ensuite, s'ensuit la carrière qu'on te connaît. Du coup, tu as été attiré par... comment ça s'est passé la transition entre stage et travail et vie active? Ça s'est fait de façon assez fluide. C'est de la même façon que dans mes études, j'avais pas spécialement d'objectifs ou des métiers en vue. Ce que je savais, c'est ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir travailler dans plusieurs domaines. J'ai fait mes études à Perpignan, plutôt dans la physique, l'électronique. Après, en école d'ingénieur, c'était plus de la mécanique et de la robotique, et je voulais pas forcément faire un choix tout pendant les études. On disait il faut savoir est-ce que tu veux faire ingénieur mécanique, ingénieur en électronique, en mécatronique, et je voulais essayer de regrouper tous ces métiers là. Et pour moi c'était ça l'élément fort, c'était pas le métier dans lequel j'allais travailler, si c'était je sais pas l'énergie ou le médical comme aujourd'hui, c'était pas ça mon moteur principal. Et en fait ça s'est fait avec une proposition de projet de fin d'études par MedTech qui regroupait typiquement de la robotique, de la conception mécanique et de la conception électrique. Et en fait, c'est ça qui m'a fait tilt tout de suite, qui correspondait exactement à mes attentes, d'avoir une vision large et d'avoir différents métiers. Et ça a été ça l'élément déclencheur de faire ce projet. D'accord, ok. Donc tu as commencé stagiaire chez MedTech. Tu faisais plutôt du hardware du coup ? Plutôt du montage, de la conception 3D, ça se passait comment quand tu étais stagiaire? Oui, c'est ça. J'avais, on va dire, mon sujet qui était plutôt lié à de la conception méca et du prototypage. Mais du fait de la structure, j'ai aussi participé à la partie production. J'ai aidé aussi au niveau du développement logiciel, développement robotique. Il fallait aider à faire des tests logiciels. On va dire que c'était une structure qui correspondait pas mal à ce que j'aimais, de pouvoir toucher différents métiers. Et ça, c'est très lié à la phase de la société dans laquelle elle était. Ouais, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde, justement, d'aimer toucher à tout, justement. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont juste... qui aiment bien une spécialité. Mais j'ai l'impression que pour faire... en tout cas, quand tu es arrivé en tant que stagiaire, il fallait aussi être capable de tout faire pour justement toucher à tout et voir exactement ce qui te plaisait le plus. Parce qu'au final, tu n'es pas parti dans le soft. C'était pas ma spécialité de base. Je savais un petit peu, petit peu coder. Mais c'était plus au niveau de l'aide. Donc ça m'a, moi, donné des compétences dans ces domaines-là, dans la robotique. Mais j'étais pas amené à ce que ce soit mon expertise. Donc, on va dire, ça s'est fait. Mon métier était aussi lié aux études que j'avais fait. C'est ça que je pouvais valoriser. Alors, on va dire, le fait d'avoir fait ces activités, c'est plutôt quelque chose qui m'a
qui m'a apporté en termes, qui m'a apporté des compétences et du savoir sur ces. Et désormais, donc tu as continué en tant qu'ingénieur hardware ou finalement tu as basculé d'un autre côté ou est-ce que tu en es aujourd'hui? Tu fais quel métier Alors aujourd'hui, je suis responsable de l'ingénierie système. Ok. Donc au niveau de la démarche, j'ai fait pendant plusieurs années, j'étais dans l'équipe hardware. Mais au final, en termes d'activité, comme je disais, je pouvais toucher aussi à des parties plutôt robotiques, un petit peu plus logicielles, et on va dire global au niveau du produit. Et naturellement, en fait, ça correspondait au fait, aux besoins un petit peu de l'ingénierie système. Ok. Donc c'est partant de ça où j'ai fait la transition en tant qu'ingénieur système. Ok. Donc je l'étais, on va dire, c'est un titre que je n'avais pas forcément, mais des activités que je menais depuis déjà plusieurs années. Et concrètement, l'ingénieur système, c'est quoi par rapport à l'ingénieur hardware en fait? L'ingénieur système, c'est surtout dans nos domaines, on va dire, où c'est des systèmes complexes. Il y a un besoin de décomposition de problèmes qui sont assez complexes. Et on est dans cette phase entre le besoin utilisateur et un environnement réglementaire assez contraint, arriver à faire des choix techniques au niveau du produit et décomposer un petit peu ces problèmes complexes en problèmes plus simples Ok. qui vont pouvoir après être traités à des niveaux plus simples où on va décomposer ce problème complexe en un petit problème, on va dire, ça peut être de repérage dans l'espace, en un problème hardware, en un problème software et qui pourrait être traité Donc, à la fin. comme une espèce d'entonnoir où on part d'un point de vue macro et on descend petit à petit pour essayer d'être le plus précis possible. Et ça, du coup, c'est les équipes en dessous, enfin entre guillemets, du système qui s'en chargent de développer et de C'est ça. concevoir. Après, c'est la partie expert métier qui va vraiment trouver les solutions techniques qui seront mises en œuvre les plus adaptées. Ok. Mais avec, on va dire, un cadre suffisamment bien spécifié sur ce domaine-là. Ouais. Typiquement, il y a d'autres industries où l'ingénieur hardware va directement être en interaction avec le client et la couche système n'est pas nécessaire. Mais ça, on va dire, ça va dépendre des domaines d'activité où le métier système va plutôt être là pour arriver à décomposer des problèmes qui sont assez complexes en problèmes simples et solubles. D'accord. Donc toi, tu peux être en contact avec le client, donc en l'occurrence avec le chirurgien. Ça t'arrive de dialoguer avec lui pour essayer de comprendre son besoin et donc ensuite le traduire en spécifications techniques pour les équipes en dessous. Oui, c'est ça. C'est tout le métier de l'ingénierie système. C'est pas que les besoins utilisateurs, c'est une imbrication entre des besoins réglementaires, des besoins du marché, des besoins de l'utilisateur. Et le tout, c'est d'arriver à comprendre, synthétiser un petit peu tout ça pour trouver les solutions techniques qui seront les plus adaptées. D'accord. Et tu penses que du coup le médical est... Parce que tu disais que dans certaines entreprises, il n'y avait pas de système. C'est parce qu'il y a beaucoup de contraintes autour de ton pôle qu'il existe. Le métier de l'ingénieur système, on le retrouve souvent dans les industries plutôt pareil, des systèmes complexes où il y a beaucoup de métiers qui vont interagir entre eux. Et ça se retrouve beaucoup dans l'aéronautique, dans le spatial, dans l'énergie, en médical aussi. Et c'est que des domaines où la partie réglementaire a une importance très forte et aussi où beaucoup de métiers assez différents, des métiers techniques, doivent interagir entre eux. Et ce lien-là est fait un petit peu par l'ingénierie système. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, donc, on n'en a pas parlé, mais donc tu n'es plus chez MedTech, parce que ça n'existe plus. C'est ça. Donc ça a été racheté par Zimmer Biomet Robotics. Et maintenant, tu es chez Quantum Surgical. Tout à fait. Je suis bien au courant d'où est-ce que tu travailles. La différence entre MedTech et Quantum, MedTech, c'est peut-être plus une start-up. C'était peut-être plus une start-up. Quantum, c'est peut-être plus désormais peut-être pas une start-up, mais une entreprise qui commence à commercialiser. Je vous coupe juste un instant pour vous dire qu'il y a des offres d'emploi chez Quantum Surgical. Alors, n'hésitez pas une seule seconde. Le lien du site internet est en description. Et sur ce, je continue avec Sébastien. Oui, après, moi j'étais dans la phase d'un MedTech où aussi on était un peu dans cette phase-là. Je pense que la grosse différence entre les deux, c'est un petit peu la maturité des équipes qui permettent
qui ont permis à Quantum d'aller plus vite, d'avoir capitalisé sur toute expérience de MedTech pour se focaliser sur les éléments qu'on maîtrisait, ne pas reproduire aussi les erreurs et capitaliser aussi sur l'expérience qu'on a pu aussi vivre à Zimmer Biomet avec une maîtrise qualité réglementaire très forte, et c'est le fait d'avoir capitalisé sur tout ça qui a construit Quantum. Quoi. Donc du coup maintenant tu ne fais plus d'erreurs du coup ou on en fait toujours et en fait on apprend toujours de nos erreurs, et justement c'est ce qui fait que on aime ce qu'on fait, quoi, puisque on stagne pas. Oui, c'est ça. Forcément, oui, des erreurs, on en fait, et chaque fois qu'on fait une rétrospective sur l'année ou 2 ans en arrière, qu'on a fait des choix, 2 ans après, on se dit j'aurais pas fait ces choix-là, et c'est après les choix qui sont faits à l'instant T. L'idée, c'est de faire le meilleur choix possible à l'instant T, qui 2 ans après, on a l'impression que ça n'a pas été le meilleur choix, mais en tout cas, le but, c'est que ça soit le meilleur à l'instant T. En tout cas, le but, c'est aussi d'avancer un peu coûte que coûte, même si, comme tu dis, on fait des erreurs, il faut juste en prendre conscience et essayer de ne plus les refaire. Si tu avais une qualité à donner à quelqu'un qui voulait faire ton métier, ça serait quoi ? Ouais, c'est difficile parce que c'est assez vaste comme. Ouais, je sais pas. Par exemple, moi, tu vois, quand je te vois, t'es quelqu'un je te connais, du coup, t'es quelqu'un de curieux, qui est proactif sur certaines tâches, qui n'attend pas justement que ça vienne vers toi. Tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire, la curiosité, ou... Oui, je pense que c'est important pour avancer. Après, on va dire mon rôle fait maintenant en tant que d'avoir des activités de management aussi en lien avec l'ingénierie système. On va dire en qualité, peut-être que c'est une qui regroupe aussi beaucoup de choses, mais j'aurais dit l'humilité. C'est quelque chose qui permet de toujours se remettre en question ce qui est fait, ce qui a été fait, être à l'écoute aussi des différentes personnes, aussi bien dans l'équipe qu'à l'extérieur, et qui permet de se remettre en question et d'apprendre en continu. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est... Ouais, parce que même si peut-être de ton passé d'ingénieur hardware, tu pourras avoir des solutions en tête que tu aimerais installer. Et justement, c'est se remettre en question et dire non, je vais quand même laisser les experts, entre guillemets... oui, pour moi, c'est ça. Même faire le meilleur choix. Ouais. J'ai vécu aussi d'avoir à un moment donné, des choix techniques. On savait que c'était le meilleur choix. Par contre, il faut savoir, des fois, 5 ans après, 10 ans après, les technologies ont évolué, les méthodes de travail ont évolué. Et quelque chose qui était défini comme acquis, comme quoi c'était la meilleure solution technique, et il faut savoir la remettre en question parce que peut-être 5-10 ans après, c'est plus la meilleure solution technique et il y a une autre voie à amener. Et pour moi, il ne faut jamais rester figé sur quelque chose qui a été acté. Qui a peut-être un jour été la meilleure solution, mais qui n'est plus forcément quelques temps après. Et comment tu fais justement pour trouver les nouvelles meilleures solutions ? Tu lis beaucoup d'articles sur les nouvelles techno, tu écoutes des gens, tu parles à des gens. Oui, je pense que des fois, c'est voir un petit peu ce qui se fait, ou des choses, ou des fois des solutions qu'on a pu s'interdire, quand on voit des dispositifs qui rentrent sur le marché, qui au final ont choisi ces solutions techniques, on commence à avoir du recul, on se dit ça commence à marcher, il y a vraiment un intérêt. Voilà, faut savoir se dire peut-être qu'à un moment donné c'était pas la meilleure solution, mais voilà, on arrive à palper, c'est quelque chose qui est en train de monter, quelque chose qui semble intéressant, et il faut savoir de nouveau le réanalyser dans un nouveau contexte et avec un besoin qui est peut-être nouveau aussi. Donc c'est assez, je prends l'exemple par exemple du spatial, où on a l'impression que quand une solution fonctionne, on n'y touche plus, puisqu'on sait qu'elle est fiable à 99%. Dans le domaine du médical, c'est pas forcément ça, c'est assez agile, quoi. On peut être capable de changer de techno en 1 an ou 2 et se dire que finalement, on a perdu 1 an, mais on peut en gagner 10 derrière. Je pense pas que ce soit focalisé au médical. Dans le spatial, il y a un bel exemple de SpaceX où il y a beaucoup de choses que toutes les sociétés s'étaient interdites et qui mettent en œuvre et qui aujourd'hui devient un petit peu le standard. Et je pense que c'est valide dans tous les domaines. D'accord, ouais, d'accord. Ok. Donc tu es parti de l'ingénieur hardware pour arriver en ingénierie système. Est-ce que tu aurais pu aller directement en ingénierie système suite à tes études, ou c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école ? Alors c'est quelque chose qui s'apprend à l'école que moi je n'ai personnellement pas appris, que j'ai appris dans mon métier avec des personnes qui
qui connaissaient ce métier-là. Et c'est en interagissant avec eux que j'ai appris ça, et aussi en m'informant de mon côté. Et une fois que je me suis intéressé à ce métier-là. Après, il y a il y a des écoles qui forment à ce métier-là, avec aussi il y a beaucoup d'outils qui sont un petit peu le standard dans ce métier-là, qui sont appris à l'école. Ok. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, je n'avais jamais entendu parler de cette couche-là. Justement, c'était juste au basique, soft, hard, même pas du réglementaire. Et c'est des choses qui se retrouvent dans des écoles qui sont un petit peu spécialisées dans des domaines, mais typiquement dans l'aéronautique ou dans le spatial. Vu que c'est quand même un élément fort dans ces domaines-là, c'est des choses qui s'apprennent dans ces écoles spécifiques ou dans des écoles très généralistes aussi. C'est des choses qui peuvent être apprises dans ce type de... Et c'est le réglementaire, c'est quelque chose qui freine les équipes à avancer, ou au contraire qui les aide à ne pas aller dans des mauvaises solutions? Il y a toujours cette sensation de se dire ça freine, parce que forcément on passe du temps dessus, et parfois en tant qu'ingénieur on se dit on passe ce temps-là, au lieu de développer le produit, on le passe là. Pour moi, il ne faut pas le voir comme un frein, parce que le temps qu'on passe là-dessus, il ne faut pas le voir comme un frein, mais comme des moyens et des méthodes d'assurer la qualité du produit et la qualité de ce qu'on fait. Ouais. Surtout avec l'impact que ça peut avoir derrière. On voit l'importance que ça... Ouais, c'est sûr. Si un jeune ingénieur veut faire ton métier, combien à peu près il pourrait gagner en tant que jeune ingénieur système dans le médical, par exemple? Alors ça, c'est... Ça dépend des boîtes, principalement. Ouais, c'est ça. Ça dépend énormément des sociétés, parce que même l'activité d'ingénieur système, on va demander plus ou moins de compétences en fonction des sociétés. Il y a des sociétés aussi qui ont des politiques salariales aussi très différentes en fonction de l'industrie, du domaine. L'école aussi va beaucoup jouer. En fonction de l'école aussi, il y a on va dire des étudiants peuvent aussi mettre en avant la qualité de leur école et de leurs compétences dans la partie salariale. Donc c'est... Ouais, ça dépend. Okay. Donc, c'est assez variable. Il n'y a pas une grille salariale bête et disciplinée où on te dit tu sors de l'école, tu gagnes tant, tu montes... Non, ouais, je ne saurais pas dire il y a tel objectif de salaire où en dessous ça ne va pas. Okay. Surtout que moi, je vois, quand on sort de l'école, c'est mon point de vue, c'est le fait de se focaliser sur le salaire ou passer à côté d'une expérience à cause du salaire. Pour moi, c'est quand on sort où on a le plus à apprendre et on est le plus en capacité d'apprendre aussi. Et pour moi, c'est ça qui a de la valeur, c'est pas le salaire qu'on va toucher tous les mois, c'est ce qu'on va être en capacité d'apprendre dans une entreprise. Et c'est ça même niveau financier, c'est ça qui va permettre de gagner aussi plus d'argent plus tard. C'est le savoir qu'on va emmagasiner. C'est sûr que si tu n'aimes pas ton métier, si tu le fais à reculons et qu'au final tu n'apprends rien tous les jours, mais que tu gagnes, 3 ou 4 000 euros par mois, après dans quelques années, tu pourrais te sentir un peu, pas inutile, mais disons sans grandes expériences personnelles. Il y a ça, et il y a aussi le fait de quelles compétences on va valoriser dans 10 ans, dans 20 ans. Oui. Et peut-être qu'à un instant T, il y a une entreprise qui va bien payer parce que les conditions sont les bonnes. Si demain ça s'arrête, quelles compétences on sera capable de valoriser? Et je pense que c'est cette question qui est assez importante. Ouais. Non, mais je pense... Enfin, je partage aussi ton point de vue là-dessus. Je pars du principe que l'argent, oui, c'est important pour avoir une certaine liberté. De là à se fermer des portes... Ça dépend, je pense que ça dépend aussi des phases de la carrière. Il y a des moments, on ne peut pas toute sa carrière se rogner sur le salaire en disant ça, mais je pense que vraiment la partie sortie d'école, c'est le moment vraiment où on va se créer des bases et des compétences fortes, et il vaut mieux réfléchir à quelles compétences je vais emmagasiner, à quelle spécialité je vais avoir, et je vais pouvoir valoriser plus tard. Non, mais c'est sûr. Et en plus de ça, quand tu sors d'école, tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Donc ça peut te permettre de savoir que tu ne veux pas faire le métier que tu vas faire. Et à contrario, de te dire, en fait, si, c'est vraiment ça que je veux faire et je vais tout faire pour le faire bien. Et dans ce cas, je pense que l'argent... il va avec tes compétences et il augmente aussi avec tes ambitions. Aujourd'hui, tu es bien avec l'argent que tu gagnes, ou tu aimerais en gagner plus pour faire plus,
pour avoir des projets personnels, pour... Alors, non, aujourd'hui, je suis plutôt. Alors, je vais pas dire que je souhaiterais gagner moins, mais je suis plutôt dans la logique. Typiquement, je travaille plus à 80%, donc c'est aussi le fait de rogner sur une partie du salaire, mais pour, on va dire, une qualité de vie personnelle au-dessus, et je mets. On va dire le salaire que je gagne me permet aussi de faire ça. Mais l'objectif principal pour moi est un équilibre vie pro, vie perso. Voilà, vie pro, vie perso. Et c'est ça l'objectif numéro 1, plus que le montant qu'on va gagner tous les mois. Ouais, non. Et t'as des... Après, bien sûr, c'est par rapport à une logique où le salaire est suffisant pour mener un petit peu sa vie perso. Après, si on n'a pas ça, c'est d'autres contraintes. Ouais, non, c'est sûr. On parle d'argent, ça rend plus libre sur beaucoup de points. Mais j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient qu'au final, tu t'habitues à tout et tu as toujours envie de plus. Donc, même si tu gagnes 10 000 euros ou 15 000 euros par mois. Voilà, c'est souvent ça. Je pense essayer toujours de prendre le recul et qu'est-ce qui est nécessaire, de quoi on a besoin pour se faire plaisir et d'avoir une vie bien, et sur quelle partie on est à l'aise à rogner, on va dire. Ouais, non, mais je pense aussi c'est important de pas oublier sa vie perso. Moi je l'ai fait parce que je suis parti, j'ai quitté mon travail pour partir voyager. Je pense que c'est important de penser aussi à soi, même surtout quand on est jeune. Mais par contre, il ne faut pas non plus oublier ses projets pro et ne pas s'oublier soi-même, quoi. Parce qu'on peut partir dans tous les sens, mais il faut quand même manger à la fin du mois, quoi. Ouais, c'est ça, c'est toute une histoire d'équilibre. Hein. C'est pas forcément simple. Non. D'ici 5 ans, à peu près, 5-10 ans, tu te vois comment? Tu te vois toujours à Montpellier en tant que manager système ou L'ambition, on va dire, le seul objectif que j'ai, c'est d'arriver à maintenir cet équilibre entre ce que je peux apporter au niveau professionnel, ce que ça peut m'apporter, l'équilibre personnel, l'environnement dans lequel on le vit, la situation familiale. C'est cet équilibre-là, pour moi, l'objectif numéro 1. Après, où je me vois en termes de métier, c'est sûr que le métier que j'ai aujourd'hui me plaît. Il y a énormément de choses qui me plaisent, qui m'intéressent dans la vie, et j'ai pas d'objectif, j'ai pas un poste, un objectif où je vais me dire je vais dédier toute mon énergie pour atteindre cet objectif. Je suis pas dans cette logique. Je sais que pour certaines personnes ça peut l'être, et c'est aussi moteur en se disant j'ai cet objectif et je vais tout mettre en œuvre pour y aller. On va dire c'est dans toute ma vie, j'ai eu plutôt cette logique-là. Je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas c'est la mienne. Et je trouve que c'est... Moi, quand je me mets un objectif, j'ai souvent l'impression de devoir sacrifier certaines parties ou sacrifier des choses pour atteindre cet objectif. Et je préfère plutôt viser l'équilibre que l'objectif en lui-même. Okay. Et pour l'instant, justement, cet équilibre-là, tu l'as trouvé? Ou tu le recherches encore? Enfin, comment tu te sens en ce moment, quoi? Je pense tu as l'air plutôt épanoui quand je te vois, donc après j'ai l'impression que tu es tout le temps épanoui depuis que je te connais. Non, je trouve que l'équilibre est bon. Enfin, au niveau de mon métier, j'arrive à apprendre tous les jours et avoir, on va dire, j'ai l'impression de pouvoir apporter, et voilà, c'est un domaine dans lequel j'arrive à m'investir, j'arrive à passer du temps sur on va dire des loisirs et des hobbies personnels, et puis la partie familiale qui est très importante, et surtout le fait d'avoir un enfant, ça prend aussi du temps, et on a envie de passer du temps. Et donc voilà, le fait de travailler à 80%, je trouve, apporte énormément à cet équilibre. Ouais, non, je pense aussi, c'est peut-être à chaque fois on se dit 80%, j'ai moins de congés, je gagne moins. Mais bon, qu'est-ce qui est plus important entre gagner moins ou ça, sa vie privée? C'est très personnel. Ouais, chacun son point de vue, mais en tout cas un enfant il grandit, donc il n'aura pas de 3 ans ou 4 ans tout le temps, donc il vaut mieux peut-être plus en profiter en ce moment et puis voir à la suite. Tu as juste parlé de quelques hobbies que tu avais, notamment je sais que tu es un très grand pêcheur. Est-ce que tu as finalement réussi à pêcher cette dorade ou elle est toujours à Palavas-les-Flots? Alors ouais, en 2024, même 2023,
Ce sera l'objectif. J'ai plutôt préservé l'espèce animale. Là. Donc un 0 sur un 0 pointé. Ouais, tout à fait. Bah, après, l'année 2024 n'est pas finie. Ça pourrait être un bel objectif, non? On peut se mettre ça. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, je pense que je pourrais essayer de t'aider, même si je suis pas très, très bon à ça. Je vais te proposer un petit jeu. Donc c'est le jeu du tu préfères. Ok, Donc tu vas avoir 2 propositions à chaque fois. je le sens mal déjà. Non, c'est gentil. Donc tu choisis soit l'un soit l'autre. Si jamais tu veux pas C'est le répondre. jeu style, est-ce que tu préfères avoir un bras en mousse ou 5 canards qui te suivent toute la journée, c'est Ouais, ça? par exemple, Ok. mais c'est un peu plus sérieux, quoi. Donc c'est parti. Donc vélo de course ou VTT? VTT. Pic Saint-Loup ou pic du Canigou? Canigou. Surf ou kitesurf? Allez, on va dire surf, c'est dur. Saucisson ou jambon? Ouais, je peux... Choisir, c'est renoncer, et là, je peux pas renoncer. Bolès des picolas ou cargolade? Allez, on va dire boule de picolate. C'est boule ou bolès? Moi, je dis boule de picolate. Bon, on va dire que c'est boule alors. Bureau ou atelier? Atelier. Manager ou être managé? Aujourd'hui, j'irais aujourd'hui manager. Ok. Non, je pense que ça dépend du projet que l'on a et c'est pas un objectif ou une fin en soi. Enfin, je pense qu'il peut y avoir des activités, on va dire, qui peuvent être passionnantes et qu'on peut faire qu'en étant manager. Et il y a des choses passionnantes qu'on peut faire seulement en manageant. C'est un peu 2 métiers très distincts. Ouais, et puis il y a plein de métiers disponibles dans les 2 voies. Et, Ouais. Après, c'est aussi très... je sais qu'il y en a certains qui, par exemple, détestent être managés et qui préfèrent plutôt manager, et puis l'inverse. Donc, je pense que ça dépend aussi beaucoup ça dépend de la personnalité de la personne. Mais, et ça dépend du moment et de l'entreprise et de l'ambiance dans laquelle tu es. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de... Enfin, ça peut être des fois des difficultés, on va dire, avec l'autorité ou le fait d'avoir des choses imposées. Ouais. J'ai pas forcément ce type de... Et est-ce que, ça me fait penser à une question, est-ce que tu penses que pour manager une équipe, tu as forcément besoin d'avoir été managé auparavant pour essayer un peu de comprendre comment ça se passe ou est-ce que par exemple tu penses que les gens qui sortent d'études peuvent directement être managers sans pour autant ne pas comprendre le métier, ne pas comprendre les relations humaines? Dit comme ça, c'est c'est dur de dire autre chose. Je pense qu'il faut quand même connaître l'environnement. Après, Et tu vois, je pense par exemple à des gens qui sortent de Polytechnique, par exemple, qui ont un emploi plutôt de manager directement, alors qu'ils sont ils sont plus étudiants, mais ils sont juste jeunes actifs. Parfois, ça marche très bien. Mais, je pense qu'il y a un aspect très lié à la personnalité et des fois, ça peut être des experts techniques qui deviennent managers et ça se passe... Enfin, quelqu'un qui connaît très bien le métier, qui a beaucoup d'expérience et dans lequel ça se passe pas bien parce que la personne a sa vision des choses, veut imposer les choses et ça peut être compliqué mais des fois quelqu'un qui va plutôt se soucier des autres, se soucier de l'humain sans forcément savoir exactement ce que vont livrer les choses peut être plus adapté. Donc je suis pas sûr qu'il y ait de règles. Attends, il en reste encore 2 tu préfères. Donc c'est système ou hardware? Système. Oh. Et non, je réfléchis par rapport à ce que j'ai pu faire, mais au final, même quand je faisais du hardware, je faisais quand même du système au fond. Et comme je disais, c'est vraiment cet aspect d'avoir plusieurs métiers qui m'a toujours motivé, et c'est ça qui me plaît le plus, même si j'adore faire du hardware, mais faire que ça, je serais frustré. Ouais, d'accord. Après, tu as parlé tu préfères un atelier plutôt qu'un bureau. C'était dans le sens plus manuel ou plus intellectuel, même si on peut avoir des métiers manuels qui portent à l'intellect. Mais je pense que l'atelier, ça permet de recouper à la fois l'aspect manuel et intellectuel, que le bureau seul, c'est dur d'avoir une activité manuelle. Donc je pense que l'atelier permet les deux, que le bureau ne permet pas forcément. D'accord. Okay. Et le dernier, Quantum ou MedTech? Quantum.
Non, mais enfin. Après, c'était 2 phases de ta vie assez différentes. Complètement, c'est pas l'un mieux que l'autre. C'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a, on va dire, cette maturité. Et c'est MedTech qui a permis ça. Et le futur se fait au travers de Quantum. Quoi. Donc, ouais. L'un va pas sans l'autre. Et, Non, mais enfin, je trouve que c'est de belles histoires en tout cas. Et j'ai l'impression que de plus en plus, justement, d'entreprises qui se créent à Montpellier suite. Enfin, par des gens qui sont passés par MedTech, Quantum, puis Quantum. Toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, l'entrepreneuriat. Pas forcément dans le domaine du médical spécialement, mais je sais pas, à moyen terme, est-ce que tu pourrais te dire pourquoi pas lancer ma boîte, lancer peut-être pas une start-up, hein, ça peut être une société de service où tu vas apporter ton expertise quelque part. Oui, moi, c'est des projets que je trouve super intéressants, motivants, et c'est un peu dans la même dynamique où ça permet d'apprendre tous les jours, d'être, on va dire, d'avoir des nouveaux problèmes tous les jours. C'est aussi ce qui me plaît dans le métier que j'ai aujourd'hui. Et je pense que ce qui est très très présent dans l'entrepreneuriat, et je pense que c'est des éléments que j'aime beaucoup. Après, je pense que la grosse question de l'entrepreneuriat, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'équilibre. Et aujourd'hui, je sais pas si l'entrepreneuriat est compatible avec une vie de aussi famille, par un exemple, équilibre. Forcément, c'est compatible, il y en a beaucoup qui le font. Après, c'est très personnel, mais est-ce que je pense être en capacité d'équilibrer les choses? Aujourd'hui, je saurais pas répondre. Et tu dis que tu aimes ça, tu sais dans quoi tu pourrais aller, par exemple? Enfin, tu as déjà des idées en tête? Non, enfin, j'ai pas d'idée. Aujourd'hui, j'ai pas d'idée. Je me dis qu'après, avec les connaissances que j'ai pu avoir dans le médical, enfin, un environnement qui est quand même assez contraint, ce qui demande aussi beaucoup de connaissances variées. Je me dis, à faire un projet, autant valoriser ça et utiliser ces compétences-là dans ces domaines. Après, enfin, je suis intéressé par énormément de sujets. Il y a plein de choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Donc, je suis pas sûr que devoir être focalisé là-dessus, mais ce serait dommage de ne pas capitaliser sur ces connaissances-là pour faire un projet. D'accord, ok. Bon, ben, trop cool. Alors, peut-être que dans 5 ou 10 ans, on verra la société de Monsieur Olive se monter. Eh bien, je pense qu'on va pas tarder à finir sur ce premier épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu... en vrai, c'était super intéressant. J'ai bien aimé l'échange, même s'il y avait certaines parties que je connaissais. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres... un aperçu vraiment de ton point de vue concret. Et voilà, toi, t'en as pensé quoi? T'as bien aimé? Oui, après... C'est particulier, c'est quoi? Après, je te connais bien, donc ça fait un peu comme une discussion entre copains. C'est sympa verre, aussi, quoi. C'est ça. On a le café, donc c'est presque pareil, quoi. Avant qu'on parte, donc j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est qu'on est dans une librairie, donc celle d'une ancienne collègue de Zimmer. Est-ce que tu aurais, toi, un livre à recommander particulier qui t'a marqué, ou alors... Alors, je suis pas un très grand lecteur. Je l'ai jamais vraiment été. C'est que moi, la relation avec les livres, j'ai toujours du mal à rester concentré pendant longtemps, et je vais souvent divaguer avec il suffit d'un mot sur un livre qui va me faire penser à quelque chose, et je vais finir par aller bricoler quelque chose. Okay. Et je trouve dans ce sens-là, le livre qui m'est le plus utile, c'est Le Travail du bois, l'encyclopédie, et qui permet en fait d'avoir ces 2 aspects, de lire, d'apprendre des choses, d'avoir des idées, et d'avoir le support pour pouvoir mettre en application aussi ces idées. Voilà. C'est quelque chose que, on va dire, le livre que j'ai le plus ouvert de ma vie. Et que tu ouvres encore aujourd'hui? Oui. Donc tu fais des créations en bénisterie, en menuiserie Oui, c'est ça, des petits projets de menuiserie. Donc ça sert à la fois apprendre des techniques pour pouvoir faire des choses, et aussi en voyant des techniques d'assemblage, avoir des idées pour créer des choses. Ouais, d'accord. Et c'est quoi la dernière chose que tu as créée en bois, si tu te souviens? La dernière chose, j'ai créé une petite bibliothèque pour mon fils en bois.
que t'as peint, laqué ou juste en bois classique Un petit peu les deux. J'ai des petits supports en bois, en bois massif, d'autres parties qui ont été peintes. C'est cool aussi d'avoir des hobbies à côté, je pense, pour se libérer l'esprit et ne pas penser qu'au travail ou aux soucis qu'on pourra avoir le lendemain. Une dernière question, c'est vu que tu es de Perpignan, est-ce que tu saurais nous dire comment faire un bon aioli? Un bon aioli, ben c'est simple, tout est dans le titre, il faut de l'ail et de l'huile. Et tu mélanges les deux? Ben, il faut bien écraser l'ail jusqu'à faire une sorte de pâte, purée d'ail, et avec le pilon, tout doucement introduire l'huile, tourner tout doucement, ça monte comme une mayonnaise. Okay. Et sel, poivre et c'est et ça, voilà. sel, poivre, et puis on mange avec... On peut tremper les escargots. Eh ben écoute, trop bien. Ben, merci beaucoup Seb de m'avoir fait confiance, en tout cas pour ce podcast, pour cet épisode. Je vais juste, si jamais les gens nous écoutent encore à ce stade du podcast, si vous pouvez écrire le mot cargolade dans le lien LinkedIn, juste pour voir si vous êtes allé jusqu'au bout. En tout cas, merci. Merci à toi, j'espère que ça peut t'aider dans ton projet, dans ta recherche, dans ton projet personnel et que ça te permettra de développer cette activité. Ouais, on verra bien. Écoute, seul l'avenir nous le dira, comme on dit. Donc, merci Seb. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.